Bien, bonjour à tous. 11 heures pile, nous allons donc commencer. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet et faisons le lien avec le cours de la semaine dernière. En effet, selon l'hymne homérique à Aphrodite dont nous avons vu des passages la semaine dernière, les nymphes des montagnes, les nymphes des arbres, et vous voyez la mise en évidence de la phrase du vers qui m'intéresse ici à l'écran, ces nymphes donc ne relèvent ni des êtres mortels, ni des immortels. Et comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ce statut d'entre-deux est en fait au diapason du propos du poème qui thématise les relations entre mortels, immortels, entre homme et Dieu, puisque c'est la thématique même du poème que de placer une limite stricte entre les différentes catégories d'êtres selon la volonté de Zeus. Alors, je vous avais annoncé la semaine dernière que j'allais aborder cette semaine, enfin j'allais en tout cas ouvrir mon propos cette semaine par la question de ce que la théogonie d'Hésiode nous dit de ces nymphes, puisque nous avons vu jusqu'à présent ce qu'il en était dans l'épopée homérique, ce qu'il en était dans l'hymne homérique que vous avez sous les yeux, et donc cet autre document essentiel pour comprendre la manière dont les Grecs se représentaient leur Dieu, qu'est la théogonie, va nous retenir au début de cette leçon. Alors, l'intrigue de la théogonie par rapport à celle de l'hymne est évidemment différente, puisque la théogonie, vous le savez, nous en avons déjà parlé abondamment l'année dernière, la théogonie donc remonte au tout début du monde et va d'abord faire surgir, faire arriver à l'existence ce que le poète appelle chaos et que l'on peut traduire non pas par chaos, mais par béance primordiale. C'est une ouverture que cela signifie le chaos en grec. On voit aussi venir au jour Gaïa, la terre, et Eros, que l'on ne va pas traduire par amour, mais plutôt par impulsion sexuelle, qui permet au processus cosmogonique de s'enclencher. Eros, c'est véritablement le fuel de tout le processus. C'est ce qui va permettre aux êtres de s'unir et donc de produire une généalogie. Alors ensuite, la Terre va tirer d'elle-même le ciel, Uranos, comme partenaire, et puis, nous dit le poème, et ce sont les vers 120, non pas 120, 130, mais 120, 121, 129, 130, pardon, donc pas 120, 130, 129, 130, les vers du poème dont je lis la traduction avec vous. Elle, donc c'est la Terre, fit naître les hautes montagnes, charmants habitats des déesses. Vous voyez ici Théane, charmants habitats de déesses, des nymphes qui vivent de par les monts coupés de ravins. Nous retrouvons évidemment les nymphes qui nous intéressent. Alors, on reconnaît aussi dans ces deux vers le séjour montagneux qui fait surgir l'image des nymphes qui l'habitent. C'est un processus formulaire que nous avons déjà vu à l'œuvre dans l'épopée homérique. La formulation de ce vers n'est donc pas la trace, contrairement à ce qu'on a pu parfois affirmer, n'est pas la trace de l'acte de naissance de ces nymphes. C'est simplement la description formulaire de ces monts coupés de ravins qui sont habités par les nymphes. En revanche, après l'épisode de la castration d'Ouranos par Cronos et l'imprégnation de la terre par le sang tombé de la blessure du ciel, c'est bien d'une naissance des nymphes qu'il s'agit, et là, le passage m'intéresse évidemment d'autant plus de ce fait même. Donc, je lis avec vous ce passage de la théogonie qui vient donc juste après l'épisode sanglant de la castration d'Ouranos. Car, dit le poète, toutes les éclaboussures qui d'un élan jaillirent mêlées de sang, la terre les reçut toutes. Et au long de la ronde des années, elle donna naissance aux Érénies puissantes, aux grands géants resplendissant sous leur armure, de longues javelines à la main, et aux nymphes qu'on appelle méliennes, c'est-à-dire, si je dois traduire Mélia
ici des frênes sur la terre sans borne. Donc cette fois-ci, contrairement aux deux vers 129-130 que j'ai montrés il y a un instant, cette fois-ci, l'acte de naissance est explicite. Ce n'est plus une simple formule d'inscription des nymphes dans un paysage qui leur convient. Ici, nous avons véritablement la venue au jour des nymphes méliennes, au terme d'une gestation qui est certes particulière, mais que sanctionne le verbe gignomai que vous avez ici, qui est récurrent dans les généalogies. Donc là, nous avons bien affaire à un acte de naissance. Ces nymphes sont donc associées aux frênes, une espèce d'arbre qui rapproche ces nymphes des nymphes arbustives que nous avons vues dans l'épopée homérique. Donc, on voit ici toute une série d'éléments de relations avec le corpus que nous avons déjà envisagé. Alors, les naissances tout à fait hors normes, évidemment, dont il est ici question, sont la conséquence, je le disais, de la castration d'Uranos par Cronos, qui va également faire naître la déesse Aphrodite dans le passage qui suit celui que vous avez à l'écran. Alors, le crime, vous connaissez tout cela parfaitement, le crime qui est perpétré par Cronos contre son père va permettre aux enfants d'Uranos et de Gaïa de voir enfin le jour et permettre au processus cosmogonique de s'enclencher, plutôt va lui donner l'opportunité de se poursuivre, en quelque sorte, par le fait qu'Uranos retenait les enfants au sein de la Terre, il avait bloqué le processus cosmogonique. Donc, il y a assurément, la castration d'Uranos par son fils est un forfait, est un crime qui est né de la haine du ciel, combinée à la haine contre lui développée par ceux qui l'oppressent, et ce forfait va créer une sorte de brèche dans laquelle vient s'engouffrer, donc dans cette perspective théogonique, cosmothéogonique, une brèche dans laquelle vient s'engouffrer non pas le mal avec majuscule qui n'est jamais thématisé dans la poésie grecque, mais la myriade des mots et des entités ambivalentes qui seront in fine la marque de la condition humaine. En effet, après la naissance d'Aphrodite, le poème, et c'est un écran que je vous ai déjà mis sous les yeux l'année dernière, en raison de la généalogie de la nuit dont je vous ai parlé à ce moment-là. Et vous voyez ici que les conditions de l'espèce humaine vont se mettre en place à l'issue de la castration d'Uranos, avec notamment la naissance de toute une série d'entités très ambivalentes, voire franchement négatives, que sont notamment Thanatos, la mort, et Géras ou l'Oménon, la vieillesse misérable. Et donc, sur cet arrière-plan, je vous ai mis ici l'arrière-plan de cette naissance tout à fait particulière des nymphes méliennes. Sur cet arrière-plan, on a souligné, des chercheurs ont bien souligné à bon droit, que les frênes étaient les arbres dont sont faites les lances guerrières. Si vous ouvrez l'Iliade, vous allez voir dans une série d'occurrences très nombreuses cette référence aux lances des guerriers qui sont faites du bois des frênes. Donc il y a une proximité très étroite entre ce bois, ce type de bois, et donc l'arme qu'est la lance. Donc, premier point, ces nymphes sont manifestement associées ici à un arbre qui sert à fabriquer des lances guerrières. Chose que les auditeurs d'Hésiode avaient bien en tête, puisqu'ils étaient aussi des auditeurs de la poésie homérique. Par ailleurs, et ici j'essaye donc de comprendre ce que signifie cette qualité de mélienne qui est attribuée aux nymphes par Hésiode, par ailleurs, dans cette autre œuvre d'Hésiode dont nous avons déjà longuement parlé, que sont les Travaux et les Jours, dans le récit des 5 espèces humaines, les hommes de l'âge d'or, de l'âge d'argent, les hommes de bronze, puis les héros et puis l'âge de fer,
en fait, si vous vous souvenez de ce passage sur la fabrication des hommes de l'âge du bronze, vous avez donc cette référence à la fabrication par Zeus de ces hommes à partir des frênes. Vous avez l'expression ici ekmélian, que j'ai traduite ici, j'ai un peu modifié de ce point de vue la traduction de Philippe Brunet, hors des frênes, pour vraiment marquer que c'est l'origine de cette fabrication. Or, le Génos de bronze s'éteint car les hommes qui le composent finissent par s'entretuer dans des combats sans fin. Et donc ce parallèle entre les frênes dans chaque œuvre attribuée à Hésiode, ce parallèle souligne assurément la dimension guerrière de la référence aux frênes et donne donc une profondeur certaine à l'interprétation qui place les nymphes méliennes, nées de la castration d'Uranos, dans le même registre que les Érinies, qui sont des puissances de la vengeance, et les géants, qui sont ici décrits comme des guerriers puissants. Mais nous ne devons peut-être pas nous arrêter là. En effet, vous vous souviendrez que le mythe dit des races, donc des 5 espèces humaines, dans les travaux, est un discours sur l'origine des hommes, puisque chaque fois Zeus fabrique une espèce humaine. Dès lors, si l'on accepte qu'il y a un parallèle entre les frênes dans les travaux et dans la théogonie, on ne peut l'exclure qu'il y ait un parallèle aussi sur cet autre plan qui est précisément le discours sur l'origine des hommes. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter au constat que les nymphes méliennes ici sont simplement des nymphes en relation avec le bois des frênes qui sont des armes, qui permettent de fabriquer des armes. Je pense qu'il faut aussi réfléchir à ce point en termes d'origine de l'espèce humaine. Et le faire n'est pas une réflexion gratuite de ma part, puisque les gloses les plus anciennes, au vers 187 du poème, c'est-à-dire le vers qui parle des nymphes méliennes, attestent que cette lecture était possible, puisque vous voyez à l'écran que la glose qui s'attache aux nymphes méliennes affirme ceci: d'elle naquit la première espèce humaine. Donc vous voyez ici proton génos ton anthropon. Et c'est une réflexion qui est plus générale que la simple référence au mythe des races, puisque dans le mythe des races, l'espèce humaine dont il s'agissait était la troisième. Donc vous voyez ici, le référent est plus large. Je fais donc l'hypothèse qu'avec les nymphes méliennes, référence soit faite dans la théogonie, moins à une anthropogonie unique, peu compatible avec la pluralité des représentations du polythéisme grec, mais bien une référence donc aux multiples traditions locales qui associent plutôt l'origine des hommes d'un lieu donné aux éléments du paysage, que sont les fleuves, que sont les arbres et qu'est la terre elle-même. Souvenez-vous, l'exemple le plus éminent de cet ancrage de l'origine d'un groupe dans le paysage, c'est évidemment toute la tradition de l'autochtonie athénienne. Mais c'est le cas le mieux connu, mais nombre de petites communautés plus modestes associaient l'origine de leur population à une nymphe locale. Donc, tout ça rentre en résonance avec ce que l'on sait par ailleurs des anthropogonies locales. Donc, dans la brèche où s'engouffrent les mots qui viendront les frapper, je reviens à la théogonie, les humains se profileraient derrière la référence aux nymphes méliennes. Et c'est d'autant plus concevable, me semble-t-il, qu'à partir de ce moment-là, la théogonie, on l'a vu avec Thanatos et Guéraphe, la théogonie va dessiner progressivement les conditions de la définition respective des hommes et des dieux. Et cette définition trouvera son aboutissement dans la crise prométhéenne. Quand Zeus et Prométhée se disputent autour du partage d'un bœuf, l'enjeu, c'est la définition de la condition humaine. On connaît le résultat, je vous le rappelle. Les humains devront désormais honorer les dieux dont ils sont séparés. Ils seront désormais hommes et femmes, devant s'unir pour avoir une descendance. Et ajouteront les travaux et les jours. Ils devront travailler la terre pour se nourrir. Et donc, toujours selon ces mêmes scolies qui sont des pierres de touche intéressantes quand on interprète une œuvre archaïque, comme le disent donc ces scolies anciennes de la théogonie, il fut décidé à Méconée, Méconée étant le lieu
où dans la théogonie a lieu cette crise entre Prométhée et Zeus, il fut décidé à Méconée ce qu'était un dieu et ce qu'était un humain. Donc le processus qui se referme à Méconée était en cours dès la castration d'Ouranos. Et je pense que là, les nymphes méliennes ont un rôle à jouer dans cette référence à l'humanité, à l'émergence des hommes dans le cosmos. Mais c'est bien, on le voit dans la glose, c'est bien la crise ouverte entre Zeus et Prométhée qui sanctionne la place de chacun dans l'économie générale du cosmos. Donc, après ce détour dans l'œuvre d'Hésiode, revenons à l'hymne homérique et au passage que j'ai affiché tout à l'heure. Le poète va se saisir à son tour de la question, je l'ai rappelé tout à l'heure, de la place respective des dieux et des hommes dans le cosmos, mais sous un autre angle que celui qui est adopté par Hésiode dans la théogonie ou dans les travaux. Chaque œuvre, finalement, va travailler la figure des nymphes montagnardes et arbustives dans la perspective de la séparation entre les hommes et les dieux, mais aussi en déployant ce thème dans une intrigue qui ajoute de la plasticité à la manière dont la figure des nymphes se dessine. Et donc on voit à quel point, et ça je me place ici dans cette réflexion sur un plan un peu général, de méthodologie générale, on voit à quel point le matériau mythique est adaptable à l'intrigue qui le convoque. Et donc chaque auteur, chaque poète va se saisir d'une thématique et la modeler dans la perspective qui est la sienne. Or, quand on regarde ce passage, dans notre perspective de moderne, pétrie par une logique de non-contradiction, elle est bien mortelle, la nymphe qui décrite ici, dans la fin du passage, la nymphe qui va mourir, qui va s'éteindre, dont la psyché va quitter le soleil, nous dit le poème. Cette nymphe dont l'existence se termine avec l'arbre auquel elle était associée, dans notre vision des choses, elle est évidemment mortelle puisqu'elle meurt. C'est d'une logique implacable. Mais ce n'est pas ce que dit le vers 259 de l'hymne. Les nymphes n'entrent pas dans les catégories extrêmes du spectre caractérisées par l'immortalité, au sens de la divinité de plein exercice, et la mortalité au sens de l'humanité. Elle participe en quelque sorte des deux, et selon les textes qui en parlent, elle s'approche plutôt d'un pôle ou plutôt de l'autre. Donc nous devons, quand nous essayons de comprendre ce que sont les dieux, les hommes et toutes ces entités dans le polythéisme grec, nous devons accepter l'idée que l'immortalité n'implique pas forcément la divinité. Et l'attestent les figures de Ganymède et de Tithonus dans le tableau que je vous avais projeté la semaine dernière, et que la mortalité n'implique pas forcément l'humanité, l'attestent les nymphes de l'hymne. Nous sommes une fois de plus dans le registre de l'expérimentation, qui est une des caractéristiques du polythéisme grec dont je vous parle depuis le début de mes cours en cette maison. Dans la théogonie, la crise prométhéenne n'a pas déterminé qui était désormais immortel et qui était mortel. Là n'est pas l'enjeu du conflit, car le déroulement généalogique de la théogonie avait suffi à rendre compte de cette détermination ontologique. C'est dans l'émergence de toutes ces figures que sont la mort, la maladie, la vieillesse, le sommeil, etc. C'est dans le processus théogonique et généalogique que se définit progressivement l'ontologie respective des dieux et des hommes. Ce qui se définit en tant qu'ils sont mortels ou immortels, ce qui se définit à Méconée, c'est en fait un statut. Et il faut bien faire la différence entre les deux. C'est le statut respectif des dieux et des humains, et ce statut se définit en termes de puissance. C'est quelque chose que nous avons déjà effleuré l'année dernière. J'y reviens parce que c'est fondamental dans le propos de cette
cet ensemble de cours. Et donc, en fonction de cet étalon de mesure qu'est la puissance, les humains sont désormais en bas de l'échelle des êtres, si l'on accepte les animaux. Les nymphes sont entre deux, et cet entre-deux engage aussi une question de puissance liée à la place des entités suprahumaines et humaines dans le cosmos. On voit bien qu'on l'avait déjà entreaperçu avec la notion de daimon de l'année dernière, mais ici on voit bien qu'en fonction de la place de ces entités dans le cosmos, elles ont plus ou moins de puissance, de dynamisme. Donc cette poésie archaïque dont nous venons de parler la semaine dernière et au début de cette semaine travaille un matériau traditionnel tout en contribuant à le façonner, et les éléments que j'ai rassemblés devant vous font partie d'une sorte de savoir partagé sur les nymphes, auquel il faudrait aussi, si j'avais beaucoup plus de temps, ajouter les nymphes ravisseuses qui auront aussi le volet plus négatif des nymphes, mais dont je n'aurai pas le temps de parler et qui se retrouvent surtout dans des traditions plus récentes. Mais j'en arrive maintenant, après donc avoir passé en revue, enfin essayé de définir ce que sont les nymphes dans la tradition poétique archaïque la semaine dernière et puis aujourd'hui dans la théogonie d'Hésiode, et vous voyez que le rapport à l'humanité est évidemment très étroit, je voudrais maintenant poser la question de savoir ce qu'il en est sur le plan des cultes qui leur étaient offerts. Alors, la thématique des cultes, vous savez que c'est toujours cette double analyse que je vous soumets quand on parle de ce type d'entité. Alors, la thématique des cultes aux nymphes est évidemment très vaste et a déjà été abondamment traitée. Je ne vous donne que ici 3 références. Une monographie de Jennifer Larson en 2001, un ouvrage sur Hylas, les nymphes, Dionysos et les autres par Christiane Survinu-Inwood, publié en 2005, et enfin une thèse qui a été soutenue à Paris 7 en 2016 sur les espaces et les lieux de culte des nymphes en Grèce ancienne par Sébastien Dalmont. Et s'il fallait ajouter tous les articles qui ont été consacrés à ces figures, évidemment la liste s'allongerait considérablement. Mais mon interrogation est précise. Mon interrogation est précise et s'articule autour de 2 questions que j'ai posées la semaine dernière en ouvrant le dossier des nymphes. La première question concernait l'apport des nymphes à notre compréhension du statut divin, question à laquelle notre parcours dans la poésie archaïque a permis d'apporter des éléments de réponse que je viens d'évoquer. Les nymphes sont une pierre de touche efficace, intéressante, pour déployer l'éventail des manières d'agir et des manières d'être au monde entre hommes et dieux. Je pense que là, on a tout l'éventail. Les nymphes permettent de déployer cet éventail puisqu'elles oscillent entre les différentes polarités de cet éventail. En outre, on voit bien, et je vous renvoie à la question préliminaire que j'ai posée la semaine dernière avec la référence à l'article de Nicole Leroux, Qu'est-ce qu'une déesse ? On voit bien que le féminin pluriel semble particulièrement apte à décliner les gradations de cet éventail. Ça, c'était la première question dont j'espère vous avoir convaincu que j'y ai répondu. La deuxième question, qui va me retenir et nous retenir pour la suite de cette leçon, ancrée dans les cultes. La deuxième question porte sur la distinction entre nymphes humaines et nymphes divines. Vous vous souviendrez, la semaine dernière, nous avions vu cette appellation de nympham, nymphée, pour désigner des jeunes femmes dans cet âge d'entre-deux, juste avant le mariage ou au tout début du mariage, en principe avant la mise au monde d'un enfant. Et donc, je vous avais dit, dans la littérature scientifique, on trouve souvent une distinction. Il y a des nymphes divines, il y a des nymphes humaines, mais ça ne nous avance pas beaucoup, au-delà du fait qu'il s'agit d'une évidence descriptive. Et donc, je pose la question, ma deuxième question, donc de façon explicite, pourquoi les nymphes, en tant qu'entité suprahumaine, portent-elles ce nom, puisqu'il est clair qu'à une oreille grecque, le mot désigne une jeune fille sur le point de se marier ou une jeune épousée.
Donc, je ne m'en tiendrai pas simplement à la distinction ontologique entre nymphe humaine et nymphe divine, puisque je vous disais, c'est un constat et non une explication. Je préfère chercher à comprendre pourquoi elles partagent cette appellation et ce que cela nous apprend des divinités ainsi dénommées. Et ce sont les cultes qui, cette fois, vont me servir de réactif pour affronter la problématique. Mais avant de vous plonger avec moi dans des cultes très modestes et très particuliers, un peu à l'instar de ce que nous avons vu avec le Zeus Meilikios les semaines précédentes, je voudrais juste refaire un tout petit rappel donc, sur le cadre paysager des nymphes. Vous vous souvenez de cette phrase de l'hymne homérique, l'une des nymphes qui demeure dans les jolis bois sacrés, ou bien celle qui hante cette montagne, les sources des fleurs et les vertes prairies. Formule hexamétrique que nous avons vue très régulièrement passer la semaine dernière à propos d'Homère. Et donc, on voit bien que les textes poétiques envisagent les nymphes dans une interaction étroite avec le paysage et la topographie. Et la quantité de cultes associés à des points d'eau est assurément la plus importante dans le monde grec quand on parle de nymphes. Mais on s'aperçoit quand même que dans la tradition hésiodique, où on parle certes des nymphes méliennes, et on vient d'expliquer pourquoi, on vient de les passer en revue, dès qu'il s'agit d'eau et de points d'eau, ce ne sont pas des nymphes qui sont convoquées dans les généalogies hésiodiques, mais les océanines. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ce tableau à propos de Tuké, quand nous avions refait la généalogie de la déesse Tuké, et j'avais fait cette distinction qui vaut ce qu'elle vaut, et vous allez voir tout de suite qu'elle est limitée dans son efficacité interprétative, entre registre chorotrophique, registre des bienfaits, registre naturaliste. En fait, vous voyez toutes ces figures qui ont des noms associés au paysage, dans les cultes, en fait, en général, ce sont des nymphes. Quand les nymphes sont nommées, reçoivent une dénomination spécifique, ce sont souvent des noms qui sont par ailleurs mentionnés dans ce que Hésiode appelle le Kourao Nieron Génos, donc ce génos sacré, ce lignage sacré des jeunes filles, qui sont aussi donc les océanines. Et on s'attendrait à voir ces jeunes filles à l'ascendance aquatique identifiées aux nymphes naïades de l'épopée homérique, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'une fois encore, c'est le contexte de l'intrigue, le contexte de la narration qui est fondamental dans les choix qui sont faits par le poète. En effet, dans la perspective généalogique qui est la sienne, Hésiode va privilégier la marque de la filiation, telle que y fait référence le nom même de Kouré, elles sont les courailles de leur père, et plus encore l'indication patronymique d'Océaninae. Et donc, quand on regarde les cultes, les océanines ne reçoivent jamais de culte sous ce nom-là. Près des sources et des fleuves, ce sont les nymphes que les Grecs honoraient, et ce sont elles que l'on reconnaît derrière les 3000 entités qu'Hésiode place aux côtés des fleuves disséminées sur toute la terre. Donc, ici, nous n'avons pas affaire à des entités différentes, mais à des entités dont l'identité est déclinée en fonction des besoins d'une intrigue. Et donc, ces océanines, 3000 sur toute la Terre, on peut dire que sur le plan des cultes, ce sont les nymphes que nous allons à présent pister dans ce contexte. Et il y a un indice cultuel très fort de cet effet de miroir entre les vers d'Hésiode qui évoquent le Kourao Nieron Génos, à savoir celle qui par toute la terre mène les jeunes gens à l'âge d'homme avec le seigneur Apollon et les fleuves. On trouve cet effet de miroir dans certains cultes d'Apollon, précisément, quand il est nymphagète, donc conducteur de nymphes. Il n'est jamais conducteur d'océanine. Vous
Vous voyez ce que je veux dire? Dans les épiclèses, on ne le trouve jamais ainsi mentionné. Mais il est évident que cet Apollon, conducteur de nymphes, n'est rien d'autre que ce seigneur Apollon qui mène les jeunes gens à l'âge d'homme avec les océanines et les fleuves. Et donc, vous avez ici sous les yeux une très importante inscription attique dont je vous ai déjà parlé, mais ici je vous montre un peu comment elle se présente, ça vous permettra de comprendre des dias suivantes. Donc c'est une inscription qui reprend un calendrier cultuel, sacrificiel, qui est disposé en 5 colonnes, c'est pour ça que j'ai indiqué ces lignes rouges, et c'est pour ça que vous allez avoir à côté de la référence la mention de colonnes. Donc nous sommes dans le dème d'Herkia, en Attique, au début du IVe siècle. Et dans ce calendrier, on apprend que le 8 du mois Gaméléon, c'est-à-dire en janvier-février, il faut sacrifier, vous voyez la traduction, un caprin mâle à Apollon nymphagète et une chèvre aux nymphes sur le même autel. Sur le même autel. Or, la veille et le jour même, et donc vous voyez à nouveau mes 5 colonnes, ont lieu d'autres sacrifices à Apollon sous d'autres épiclèses. Vous avez ici un delphinios, un apotropaios, à nouveau un apotropaios, un lykéios, et puis notre nymphagète. Et donc, on voit bien, par cette mise en regard des différents sacrifices qui sont offerts à Apollon ces 2 jours, que la tonalité, que je dirais apollinienne de ces 2 journées, prime évidemment sur la dimension nymphique. Et il s'agit probablement ici de mettre en évidence la compétence du dieu musicien conducteur de chœur. C'est lui aussi que l'on va retrouver, pour vous montrer que ce n'est pas qu'une affaire athénienne, c'est aussi cet Apollon nymphagète que l'on retrouve à Tassos, dans l'île de Tassos, un peu avant, à peu près une 60aine d'années avant le calendrier d'Herkia. Et donc, vous voyez ici, dans un passage qui mène à la cité de Tassos, passage qu'on appelle passage des Théors, où sont sculptés donc, de remarquables reliefs, on a des inscriptions, avec ici, je lis la traduction avec vous, aux nymphes et à Apollon nymphagète, amenez pour le sacrifice une femelle et un mâle, ce que l'on souhaite, ni ovin ni porcin ne sont religieusement permis, aucun péant n'est chanté. Et vous avez ici l'inscription en fait court sur la base du relief. Vous avez ici, alors je suis désolée, c'est un relief qui est au Louvre, il est très mal éclairé. Et donc, vous avez ici un Apollon cytharède, que l'on voit avec son instrument, couronné par une figure féminine, et puis celle qu'on peut interpréter en fonction de l'inscription comme étant les 3 nymphes. Alors, on ne sait pas pourquoi le péant ne peut être chanté, mais la figure de l'Apollon cytharède en chef de chœur atteste que c'est évidemment dans ce registre-là que se dessine l'accompagnement des nymphes, comme j'en faisais l'interprétation, enfin, l'hypothèse à Herkia. Et comme l'a bien montré Claude Calame dans son ouvrage classique qui a été réédité récemment, Les chœurs de jeunes filles, donc en Grèce ancienne, la chorotrophie, donc le fait d'amener les jeunes gens à l'âge d'homme, comme le dit Hésiode, peut revêtir une dimension chorale, ça fait partie de ce qu'on a appelé longtemps les rites de passage, et la maturation des jeunes gens passe aussi par là. Donc, j'étais partie d'Herkia, j'y reviens. Donc, on a un Apollon nymphagète avec des nymphes, mais on a aussi, dans une autre tonalité, d'autres nymphes qui apparaissent sur ce remarquable calendrier. Au mois de Boédromion, cette fois, donc nous sommes en septembre-octobre, le 27 du mois, vous avez des animaux qui sont respectivement sacrifiés, mais au même endroit, donc le même jour au même endroit. Alors je n'ai pas systématiquement traduit le jour et l'endroit, mais sachez que c'est chaque fois le 27 Boédromion sur la colline d'Herkia. On a donc aux nymphes une brebis, à Achéloos un mouton mâle, à Alokos une brebis, à Hermès un mouton mâle, à la terre une brebis pleine. C'est le genre de document que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans le cadre de mes cours. Alors dans ce cas, vous le voyez, puisque manifestement, même si on a 5 colonnes différentes, c'est un même moment sacrificiel,
Dans ce cas, c'est Hermès qui se profile en conducteur des nymphes, une épiclèse qu'il ne porte pas ici. Vous voyez qu'aucun des dieux destinataires ne porte d'épiclèse ici, mais que l'on trouve représentée iconographiquement, alors malheureusement pas à Herkia, mais sur des reliefs dont je vous montre ici l'exemple le plus beau, enfin le plus beau spécimen sans doute, un relief dit du Quirinal, qui est probablement d'origine attique, où vous avez donc un orang qui est l'humain en taille réduite, puis vous avez la figure d'Hermès avec son chapeau de voyageur, les trois nymphes qui le suivent en procession, et puis cette figure d'un ovin à tête humaine et à cornes, c'est la figure standard d'Achélos, donc le fleuve que l'on voit, le dieu fleuve que l'on voit ici aussi dans le calendrier. Alors, ce sacrifice est passionnant parce que les orientations qui sont dessinées par les destinataires, le même jour, au même endroit, sont assez claires. Je passe en revue ces données avec vous. Donc, les nymphes et le fleuve Achélos, on vient de le voir sur le relief du Quirinal et j'aurais pu les multiplier, mais ils étaient moins jolis. Les nymphes et le fleuve Achélos donc, sont bien attestés en attique dans la fonction chourotrophique que leur attribue Hésiode. C'est vraiment les océanines et les fleuves qui, avec Apollon, chez Hésiode, avec Apollon, mènent les jeunes gens à l'âge d'homme. Alors, Alokos, que vous avez ici sur la troisième colonne, c'est un nom transparent, comme Numphée, puisque nous avons vu la semaine dernière que Numphée était un nom transparent. Alokos, c'est le cas aussi, et c'est un terme qui signifie l'épouse, dans une forme dont les références sont majoritairement poétiques. Alokos, en fait, entre exactement dans le même réseau sémantique qu'un terme que nous avons vu la semaine dernière, à savoir akoitis. Vous vous souvenez, quand Iris venait chercher Hélène, qui était en train de filer pour qu'elle aille voir le combat singulier entre Ménélas et Paris, l'objectif du combat, disait Iris à Hélène, c'est que tu deviennes l'akoitis de l'un des deux. Voilà. Eh bien, Alokos, on est dans le même registre. C'est celle qui partage la couche donc d'un époux. Quant à Hermès, que vous avez dans la quatrième colonne, il est le dieu ici qui enlève les jeunes filles en fleurs au cœur qu'elles fréquentent avec les compagnes de leur âge pour arriver au mariage. Et je ne résiste pas au plaisir de revenir à cet égard à l'hymne homérique à Aphrodite, encore une fois, pour vous montrer que ce n'est pas une pure spéculation de ma part, et surtout que les cultes et toutes ces œuvres poétiques entrent en résonance les unes avec les autres dans le langage spécifique qui est le leur. Quand la vraie Aphrodite, en fausse jeune fille, essaye de séduire Anchise et lui raconte des bobards, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ceci. Pour l'heure, dit-elle, Argeiphontes, c'est-à-dire précisément Hermès, Argeiphontes à la baguette d'or m'a arraché aux danses de la bruyante Artémis aux flèches d'or. Nous étions beaucoup de jeunes femmes et de vierges, et vous voyez que c'est Nymphae ici, beaucoup de jeunes femmes et de vierges qui valent des fortunes. Nous jouions et une foule immense faisait cercle autour de nous. C'est de là que m'a enlevé Argeiphontes à la baguette d'or. Il me disait qu'au lit d'Anchise, on m'appellerait légitime épouse et que je te donnerais de superbes enfants. Et vous revoyez ici l'Alokos. Donc, alors les rédacteurs du calendrier d'Herkia n'avaient peut-être pas ces vers de l'hymne homérique Aphrodite en tête, entendez-moi bien, mais on voit bien que nous avons affaire à un savoir partagé par toute cette culture. Et donc, je reviens à mon calendrier, certes plus aride, mais qui n'est pas moins intéressant pour mon propos. Le groupe des dieux honorés à Herkia le 27 Boédromion a manifestement trait à la fécondité des femmes. Et ce d'autant plus que la Terre, qui est la cinquième destinataire des sacrifices de ce jour, reçoit, vous le voyez, une brebis pleine. Une brebis pleine dont le symbolisme est ici tout à fait transparent. Mais la fécondité ainsi mobilisée n'est pas qu'une simple reproduction biologique. Il s'agit, et on le voit bien dans la colonne 3, il s'agit de la fécondité de l'épouse, de la même manière que la fausse jeune fille parlait de l'épouse légitime au lit d'un époux.
Donc nous ne sommes pas dans une reproduction biologique indifférenciée, nous sommes dans la production d'enfants légitimes. Et c'est évidemment sur cet arrière-plan que se place le calendrier d'Herkia en ce jour. Alors, chaque divinité honorée dans ce groupe, et vous voyez que les nymphes, en dépit du pluriel de leur nom, reçoivent un animal. On retrouve ici la tension dont je vous ai déjà souvent parlé entre l'unité et la pluralité. Vous avez ici, les nymphes sont considérées comme un destinataire en dépit du pluriel de leur nom. Et donc chaque divinité honorée, disais-je, a ainsi un rôle à jouer dans le processus qui fait d'une nymphée une alokos, à l'instar donc du petit récit inventé par la fausse Aphrodite dans l'hymne homérique. Les nymphes, associées au dieu fleuve Achéloos, renvoient aux océanines disséminées sur toute la terre et qui expriment la saison de la vie féminine, circonscrite par le terme de nymphée. Et certains des noms que leur donnait Hésiode le disaient à leur manière. Je reprends une des colonnes du tableau que je vous avais montré à propos des océanines. Vous voyez que les noms de ces figures, la persuasion, l'indomptée, la brillante, des chevaux, du joug, la blonde, l'achevée, l'adorée, etc. Donc le fait d'être indompté, de devoir être mis sous le joug, le fait de porter le voile, tout cela fait référence à ce cadre matrimonial qui va jusqu'au fait d'être alokos, donc celle qui partage la couche d'un époux, que détermine ici Télesto, l'achevé, c'est-à-dire l'accomplissement du statut d'épouse. Et de ce passage, Hermès est l'artisan divin. C'est lui qui, et on le voit bien dans l'hymne homérique, c'est comme ça qu'est traduit son rôle en cette affaire. Ainsi associées à Achéloos, les nymphes sont aussi les divinités chorétrophiques liées à l'eau, et je reprends ici évidemment tout le registre que j'avais qualifié un peu rapidement de naturaliste dans le tableau. Donc elles favorisent la fécondité et prennent en charge aussi la petite enfance. Encore une fois, il n'y a pas de limite tranchée entre ces différents moments de la vie. Et donc, dans cet ensemble divin de la colline d'Herkia, les nymphes sont donc des puissances de la transition entre la nymphée et l'alokos, mais aussi entre le nourrisson et le jeune en devenir. On voit bien que ces registres sont extrêmement perméables. Donc ça, c'était mon premier exemple d'un culte de nymphes. Mon deuxième exemple, toujours à Athènes, en Attique, est toujours plus ou moins de la même période, donc 5e, 4e siècle. J'essaie ici d'avoir un ensemble chronologiquement pertinent. Et ce sanctuaire, donc vous avez ici un plan où vous voyez le centre urbain d'Athènes, le Pirée, vous vous souvenez du sanctuaire du Meilikios qui était ici. En fait, ce dont je vais vous parler, les pièces dont je vais vous parler ont été trouvées ici, entre les traces des deux murs qui reliaient le centre urbain au Pirée avant d'être détruit à la fin du Ve siècle, à la fin de la guerre du Péloponnèse. Et vous avez ici le fleuve Céphise qui va m'intéresser. Le fleuve Céphise, et bon, les objets n'ont pas été trouvés in situ, donc le sanctuaire, même si on ne sait pas exactement où il se trouvait, devait être dans ces environs-ci. Alors, j'ai en fait déjà mentionné ce dossier le 30 janvier dernier à propos de l'accomplissement des bonnes choses dont nous avions parlé, vous vous souviendrez, dans différents documents où nous parlions de l'agathos daimon. J'avais mis en évidence cette question de l'agathos daimon et de l'agathé-tuké avec comme objectif de toutes ces démarches l'accomplissement des bonnes choses. Et je vous avais montré ce document en mettant en évidence l'expression épitéleston agathon pour l'accomplissement des bonnes choses. Je reviens sur ce document de façon un petit peu plus précise et circonstanciée. L'inscription donc de Xénocrateia, qui a fondé le petit sanctuaire situé à l'embouchure du Céphise, l'inscription donc se référait à
Voilà, des dieux qui partagent l'autel, c'est-à-dire en grec, vous voyez ici des dieux symbomoi. Ils partagent donc l'autel du sanctuaire qu'elle a installé et le relief représente, mais qui est distinct de la liste des dieux, le relief représente toute une série de figures autour de la dédicante, dont vous voyez ici qu'elle est représentée en plus petit, et d'un enfant, un petit garçon que vous avez représenté ici au milieu du relief. Alors, une inscription donc, qui a été trouvée à proximité de ce relief reprend en fait une liste de dieux au datif, indiquant sans doute de cette manière l'ordre dans lequel il convenait de sacrifier. La liste n'est pas gratuite, c'est sans doute un ordre donné pour le sacrifice. Donc je lis avec vous cette liste. À Estia, aux Céphise, et c'est évidemment le fleuve auprès duquel le sanctuaire a été élevé, aux Céphise, à Apollon Pythios, à Leto, à Artémis, Lokia, à Iliti, à Achelos, à Callirhoé, aux nymphes Geraistai de la naissance, à Rhapso. Alors, je ne m'essayerai pas d'identifier les dieux du relief grâce à la liste. C'est un sport extrêmement pratiqué parmi les collègues en archéologie classique. J'attire simplement votre attention sur le fait que les deux seules figures qui sont sûrement identifiables, c'est Apollon Pythios, ici, que vous avez sur son trépied, et Achélos, que vous retrouvez ici après l'avoir vu sur le relief du Quirinal, à savoir donc ce corps de bovin avec la tête humaine et les cornes. Mais au-delà du relief, les noms des dieux au datif sont pleins d'enseignements sur le contexte dans lequel Xénocrateia a placé sa fondation. Et évidemment, il y a les nymphes au milieu qui m'intéressent. Mais il n'y a pas que les nymphes, parce que nous sommes dans un contexte de micro-panthéon, d'ensemble signifiant. Alors, Estia apparaît en premier, actualisant le proverbe selon lequel il faut commencer par elle. C'est comme ça qu'on explique sa présence au début. Donc, c'est la déesse du foyer. Céphise, dieu tutélaire du lieu, apparaît ensuite, directement suivi de la triade apollinienne. Alors, vous avez Apollon Pythien, qui est celui de Delphes, dont vous devez vous rappeler qu'il était considéré comme ancestral par les Athéniens. Il était le père du héros Ion, donc l'éponyme des Ioniens, auquel les Athéniens se rattachaient. Mais c'est aussi l'Apollon qui, avec les océanines et les fleuves, mène les jeunes gens à l'âge d'homme. On voit bien que c'est ce profil-là. En tant que mère des jumeaux, Leto est une déesse à la maternité prestigieuse et enviable. Artémis Lokia, l'épiclèse, en fait la divinité qui protège les couches des femmes. Comiliti, qui la suit immédiatement. Achélos est donc le dieu fleuve dont on a déjà vu le nom dans le calendrier d'Herkia, mais c'est surtout le plus grand des fleuves dans l'imaginaire des Grecs. Et donc, de la même manière que les nymphes des eaux sont la version cultuelle des océanines mythiques, Achélos peut être considéré comme la face cultuelle d'Océanos. On voit bien qu'ici, on est dans un autre langage pour dire ces choses. Callirhoé, dont le nom signifie le beau cours, est une nymphe des eaux et elle est aussi une océanine dans la liste d'Hésiode. Donc vous voyez que ce rapport n'est pas gratuit de ma part. Mais c'est aussi, et c'est important, parce que c'est vraiment la localité qui compte dans ce genre de culte, Callirhoé est aussi le nom de la fontaine, d'une source d'abord, d'une source située entre l'acropole et l'agora au centre-ville. Et c'est cette source que les Pisistratides avaient construite avec 9 bouches pour la sortie de l'eau et qu'on appelait donc les Néachronos. Donc, vous avez là une source fondamentale pour la vie des Athéniens, la vie tout court, mais aussi la vie culturelle, dans la mesure où, selon Thucydide, les rites préliminaires au mariage impliquaient d'aller puiser l'eau à cette fontaine. Donc, vous voyez que tout ça est extrêmement lié. On voit donc ici se profiler avec Callirhoé une nymphe singulière qui porte un nom propre, mais elle est suivie des nymphes Geraistai, dites de la naissance, et de la naissance traduit Genetliai. Donc,
Le fait qu'elle soit dite Genethliae explicite ce qui est attendu de ces figures. Quant à Geraistai, c'est probablement un toponyme, et vous voyez qu'on retrouve ici cet ancrage des nymphes dans un paysage déterminé, et en l'occurrence c'est plus même qu'une topographie puisque c'est une toponymie. En fait, le terme même de Geraistos est le nom de l'extrémité sud de l'île de Bé, qui était en face de l'Attique. Alors, je ne me risquerai pas à des interprétations biographiques pour ces personnes, enfin, pour Xenocrateia dont on ne sait quasiment rien, mais ça faisait peut-être référence à un élément biographique de son parcours, le fait qu'elle honore des nymphes de cet endroit-là. Et enfin, Rapso, qui referme le groupe. En fait, Rapso, ça signifie celle qui coud, donc coudre. Alors, mystérieuse figure, longtemps mal interprétée, dont je pense qu'il s'agit d'une des moires. Une des moires, les divinités qui élaborent la trame des humains et qui tissent les motifs. Donc, vous voyez que Xenocrateia, dans cette fondation qui date de la dernière décennie du Ve siècle, a convoqué un micro-panthéon dans le sanctuaire du Céphise avec une inventivité créatrice qui est aussi intéressante que celle d'Olympiodoros, qui faisait de Zeus Meilikios Philios le fils de Philia et l'époux d'Agathée Tuké. Donc vous voyez que ces dédicants créent quelque chose quand ils font une offrande. Ou une créativité qui était aussi celle des gens d'Erchia, quand ils composaient le micro-panthéon du 27 Boédromion, avec toutes ces figures qui étaient honorées. Et donc, il s'agit à chaque fois de ne pas se tromper d'adresse, de trouver les bons référents divins, afin de rencontrer les besoins attendus. Et il s'agit d'un processus qui s'inscrit ici dans la durée, si je traduis le nom des dieux sur un plan chronologique. On a la référence au bain nuptial avec Callirhoé, à l'accouchement avec Lokia et Iliti, à la maternité, à la croissance de l'enfant, un enfant auquel sa part, grâce aux nymphes, a été dévolue. Mais vous voyez que quand on regarde la manière dont l'inscription est présentée, on peut aussi trouver un autre principe d'organisation sous-jacent à la composition. J'ai parlé d'Hestia et du Céphise. On voit ici que la triade apollinienne reste comme un tout, reste assemblée comme un tout, même si les dieux qui la composent remplissent des fonctions différentes. Artémis Lokia va en quelque sorte attirer Iliti, dont elle partage les fonctions. Puis viennent ces divinités chorotrophiques liées à l'eau, et en fait la moire qui va refermer le tout, comme de juste, en divinité des limites de l'existence humaine et dispensatrice des biens et des maux qui en rythment le cours. Donc, la démarche individuelle de Xenocrateia ici, j'ai envie de dire qu'elle est strictement parallèle à ce que les gens d'Erchia faisaient d'un point de vue collectif le 27 Boédromion, à l'exception du dieu Hermès, dont vous voyez qu'il est absent de cette configuration. Mais il n'est pas très loin. Il n'est pas très loin parce qu'au même endroit où l'on trouvait, et vous avez ici une reconstitution de la manière dont les choses devaient se présenter dans le sanctuaire, de la même manière qu'on a trouvé le relief de Xenocrateia sur un pilier qui porte l'inscription de la dédicace elle-même, la liste des dieux que je viens de voir avec vous étant sur un bloc séparé, en fait, on a trouvé tout près un autre support avec un autre relief qui, lui, est sculpté recto verso, ce qui est assez rare, il faut bien le dire, et sculpté recto verso. D'un côté, vous avez une représentation d'enlèvement, qui est un motif iconographique lié à l'idée du mariage, avec le héros local Échélos qui enlève une jeune femme qui s'appelle Yacylé. Et là, vous avez Hermès, et ce n'est pas une invention de ma part. J'ai remis les mots parce qu'ils sont illisibles sur la photo, mais ils sont inscrits. Donc les personnages sont inscrits. De l'autre côté, on trouve un groupe, donc c'est vraiment recto verso, on trouve un groupe qui est surmonté d'une dédicace lacunaire à Hermès et aux nymphes. Vous voyez, j'ai traduit à Hermès et aux nymphes pour que croisse. Alors certains ont voulu restaurer là la référence à un fils, mais bon, on n'a pas, c'est impossible désormais de lire
ce qui devait croître. Et donc, vous avez un groupe ici sur lequel je vais revenir. Et de la même manière que ici, vous aviez l'inscription de Xenocrateia qui disait qu'elle dédiait le hieron aux Céphis et au Symbomoitheoi. Ici, donc, vous avez la dédicace d'un certain Céphisodote, donc Képhisodotos, fils de Démogénès des Boutadaï, a établi l'autel aussi. Donc c'est ce qui est inscrit en dessous de ce relief biface. Alors la mise en relation, je ne suis pas en avance là, la mise en relation de ces deux pièces, le relief de Céphisodotos et de Xenocrateia, a su stimuler l'imagination des modernes qui ont forgé de véritables romans pour essayer d'apparier ces deux personnes, l'homme et la femme. Puisque les deux pièces sont plus ou moins contemporaines, même si on a beaucoup discuté de la datation. Alors, je me limiterai au constat évident que Xenocrateia, selon l'inscription, a fondé le sanctuaire près de l'embouchure du fleuve éponyme, auquel elle a adjoint toute une série de divinités. Céphisodotos, de son côté, a fondé un autel, mais on ne sait pas à qui, et aux nymphes et à Hermès, ou aux autres dieux qui sont représentés. Donc, je vous ai dit que j'y reviendrai. Là encore, l'exercice de l'identification est extrêmement difficile à mener et je ne m'y essayerai pas. Mais la seule chose à laquelle je veux vous rendre attentif, c'est à nouveau probablement la représentation de la triade des nymphes. On voit bien que c'est fondamental c'est fondamental. La pluralité se traduit par le nombre 3 dans l'iconographie. Et donc, vous voyez que ces deux reliefs sont complémentaires. Là où on aurait pu attendre Hermès d'un côté, on le trouve de l'autre, pour des raisons qu'il faudrait creuser, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Alors, je reviens à mes nymphes, puisque je ne les ai pas perdues de vue. Alors, il y aurait évidemment donc beaucoup à dire encore de ce dossier. Mais je constate à propos des nymphes que, les nymphes sont des figures qui sont associées à des transitions fondamentales de l'existence humaine qui dépassent l'horizon individuel, puisqu'il s'agit au final de la continuité de la communauté elle-même. Vous voyez qu'on a une démarche individuelle avec Xenocrateia et Céphisodotos, mais à Herkia, on voit bien qu'on est dans une perspective collective. Deuxième constat, leur ancrage dans une topographie, voire une toponymie spécifique, on l'a vu avec Gerastios, une toponymie spécifique résonne avec la territorialité qui les caractérise dès les premières occurrences de leur nom dans l'épopée. Les nymphes sont des puissances suprahumaines de proximité, liées aux éléments mêmes du paysage et dont il faut se concilier les bienfaits, souvent en collaboration avec d'autres dieux. Et cette conciliation peut être recherchée, et là je n'ai pas le temps de vous montrer des exemples, mais par des bergers qui suivent des troupeaux, par des paysans qui cultivent la terre, par des voyageurs qui arrivent en un lieu, ou, comme on l'a vu avec Xenocrateia et Céphisodote, par ceux qui l'habitent. Troisième et dernière remarque, la présence récurrente des nymphes dans la théogonie, dans le registre de l'anthropogonie, dès la théogonie, mais aussi de ce que j'appellerais des polygonies, avec des i, c'est-à-dire la naissance d'une cité. Bon, le mot n'existe pas, je l'invente, mais c'est un peu ça à quoi les nymphes servent aussi, à dire une polygonie, c'est-à-dire la naissance d'une polis, d'une communauté civique. Donc cette présence dans le registre de l'anthropogonie ou de la polygonie favorise à la fois l'ancrage d'une communauté humaine dans le territoire et le développement des membres de cette communauté en tant qu'individus et en tant que collectivité. Il n'est donc pas possible de séparer le volet que j'appellerais naturaliste de ces déesses et le volet sociopolitique au sens large. La chorotrophie, auquel elle préside, est une action à large spectre. Et dans le relief de Xenocrateia, on voit bien qu'est embrassé dans un même mouvement le processus qui a mené Xenocrateia au statut de mère de famille et de citoyenne éduquée, parce que le don qu'elle fait, c'est le don pour sa formation
voire pour celle de son fils. C'est un mot assez rare dans ce genre de document. Mais il y a là une citoyenne éduquée qui a fondé un sanctuaire et donc qui rend grâce à toutes ces divinités pour le processus qui a été le sien et celui dont elle espère qu'il sera aussi celui de son fils. Alors, comment comprendre le nom? Je reviens à ma dernière question et je vous prie d'avance de m'excuser, je vais dépasser de quelques minutes le temps imparti. Au départ donc, de ces différents constats, comment comprendre le nom donné à cette collectivité que sont les nymphes, les nymphai? Si l'on considère qu'à une oreille grecque, je le répète, le mot signifiait « jeunes filles au plus haut degré de leur potentiel érotique et porteuses de la promesse d'une descendance florissante », mais aussi « jeunes filles qui, en contexte patrilocal, passent d'un oikos à l'autre ». Vous avez aussi cette dimension du mariage en tant qu'intégrateur de l'élément exogène qu'est une jeune fille à marier. Et ce qui rassemble nymphes humaines et nymphes divines, et qui peut me permettre de comprendre pourquoi on les appelle ainsi, puisque c'était ma question, ce qui les rassemble est de plusieurs ordres. Et je pense qu'il est plus intéressant de voir ce qui les rassemble que de dire d'un côté il y a des nymphes humaines et d'un côté il y a des nymphes divines. Les unes et les autres, donc les nymphes humaines et les nymphes divines, sont porteuses des espoirs d'un groupe humain, de la famille à la cité, en passant par le dème. Elles sont pourvoyeuses de vie dans le registre de la reproduction humaine pour les nymphai mortelles, dans le registre plus ample de l'humidité fécondante pour les nymphes. Les unes et les autres sont des figures de transition, même si la transition qui les caractérise n'est évidemment pas du même ordre. Les nymphai humaines ne le restent pas longtemps, on ne reste pas nymphais, tandis que les nymphes divines figent la transition dans la continuité de leur pouvoir. Elles favorisent les passages de toutes sortes, qu'ils se traduisent concrètement dans la croissance des plantes, des animaux, des humains, ou dans l'obtention de compétences spécifiques, voire de l'intégration d'un élément exogène dans un endroit donné. Souvenez-vous de cette vision des nymphes odysséennes qui accueillaient les étrangers. Vous avez, ce parallèle me semble intéressant à faire. Et ce point m'amène vraiment, cette fois-ci, à la conclusion, avec un ultime exemple qui sera bref, que je puise une fois encore en Attique, un exemple qui est très connu. Il s'agit en fait de la grotte de Varie, en Attique. Vous voyez ici, on est dans le massif de l'Hymette, et donc une grotte connue de longue date, a été donc récemment republiée. Vous voyez ici une publication de 2004. Donc elle avait été découverte au XVIIIe siècle, elle a été visitée au tout début du XIXe, puis fouillée au début du XXe, et vous voyez qu'au début du XXIe, elle a été rééditée. Alors un matériel abondant a été mis au jour dans la grotte. On a de la céramique, dont notamment des vases loutrophores, qui sont des vases qui servaient céramique miniature, donc on est dans l'ordre du symbolique. Céramique miniature, dont des loutrophores qui servaient notamment à transporter l'eau du bain de la mariée. Donc vous voyez qu'on reste dans ce registre-là. Alors les inscriptions déchiffrées sur place permettent d'identifier la grotte avec un sanctuaire des nymphes. Et on a ici, je ne vous en montre que deux inscriptions qui remontent au 5e siècle avant notre ère, peut-être en sa deuxième moitié. Et donc vous voyez ici un certain Archédémos ou Archédamos dans la graphie dorienne, Archédémos de Théra, le nympholepte, sur les indications des nymphes, a aménagé la grotte. Et puis on a son nom par ailleurs, Archédamos de Théra. Alors on a d'autres inscriptions qui parlent de la mise en place d'un jardin, de la construction d'une aire de danse, et un relief représente Archédamos lui-même, donc un relief dans la grotte, et vous voyez que c'est un homme qui a des outils de travail dans les mains. Alors, nous ne connaissons pas le statut exact d'Archédamos, mais le fait qu'il se dise Théraios implique une origine non athénienne. Alors que ce soit l'île de Théra ou une ville qui s'appelle Théraï en Arcadie, il n'est pas athénien. C'est ça qui m'intéresse ici.
Donc Archédémos a investi un lieu de culte existant. On a retrouvé dans la grotte une inscription antérieure d'un chevrier qui avait fait une dédicace aux nymphes, donc c'est un lieu plus ancien, mais il se l'est approprié en l'aménageant. Et le choix de mettre les nymphes en avant dans ce culte où d'autres dieux sont attestés, je vous les épargne, a été compris en fonction de la qualité de nympholepte, donc vous voyez ici, nympholeptos, donc saisi par les nymphes. Donc le fait de mettre les nymphes en avant a été interprété en fonction de cette qualité que Archédémos se donne à lui-même. Alors certains ont dit que la possession qui était évoquée par la notion de nympholepte était peut-être une légère épilepsie. Je vous avoue qu'on n'en sait rien. Là encore, les détails biographiques ne nous aident pas, c'est de la pure spéculation. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le statut d'étranger d'Archédémos, qui, lui, est objectivable, parce qu'il est attesté par les inscriptions. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant à mettre en exergue, sur l'arrière-plan de l'intermédiation que j'évoquais il y a un instant. Les nymphes étaient des divinités locales qui, à l'instar de celles qui accueillaient les étrangers dans l'Odyssée, assuraient aux Théréens, qu'ils viennent de Théra ou d'Arcadie, un accueil sanctionné par des entités locales du monde suprahumain. Donc voilà, cette fois-ci c'est la bonne, je referme le dossier des nymphes, qui m'a permis d'interroger la notion de Dieu en relation avec son inscription dans le temps, avec l'intensité aussi relative de sa puissance en fonction d'un paysage et d'un territoire. Alors vous verrez, on verra à partir de la semaine prochaine, que les héros et les héroïnes vont elles aussi poser le problème de la territorialité et du rapport au statut divin, mais d'une autre manière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.